merci d'être là, présent pour venir me voir et m'écouter. D'abord, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Amir Hassan, j'ai 23 ans, j'habite à Gaza, je suis d'origine palestinienne d'une famille réfugiée de 48. Et ma mère est un professeur, puisque vous aimez tout savoir, et mon père il travaille à l'UNICEF. J'ai 2 frères et 2 sœurs et j'habite à Gaza City. J'ai habité la moitié de ma vie dans le camp des réfugiés Chapé, qui est le plus grand camp de réfugiés à l'intérieur de Gaza City. C'est d'ailleurs, je crois, le seul camp de réfugiés à Gaza City. Et après, on a déménagé à côté du camp. Je voulais bien sûr venir en France bien avant, au mois de juin, mais la fermeture de passage de Rafah m'a vraiment empêché de réaliser ce voyage. Et bien sûr, vous vous posez la question, comment je me trouve ici, puisque le passage de Rafah est fermé. Ben moi, je suis passé par un autre passage qui s'appelle le passage d'Erez, qui est au nord de la bande de Gaza. C'est un passage qui est avec Israël, avec le territoire de 48. Et ce passage est réservé aux journalistes étrangers et aux diplomates qui travaillent avec l'Union européenne, qui rendent visite à des gens à Gaza de temps en temps. Et aussi, il est réservé aux malades, aux personnes malades et qui ont une maladie très très grave et qui ont besoin d'aller se faire soigner en Israël, soit à Naplouse, au nord de la Cisjordanie. Le passage d'Erez, c'est pas un passage qui fait plaisir aux Palestiniens, parce que c'est un passage que Israël exploite pour arrêter les Palestiniens. Il y en a beaucoup de Gazaouis qui ont été mis en prison en Israël grâce à ce passage. Donc il y a des malades qui vont aller se faire soigner en Cisjordanie ou en Israël. Et c'est la chance pour Israël, ils sont en passage israélien, il n'y a plus de points de retour, donc Israël les arrête. J'ai traversé le passage d'Erez, mais je n'ai pas bien sûr entré, j'avais un permis de quelques heures pour rejoindre le passage jordanien, et donc je n'avais pas le droit d'aller n'importe où. Quand on voit la réaction des Jordaniens quand ils voient quelqu'un de Gaza, surtout la police jordanienne ou la police de frontière à l'aéroport, et ils regardent, il y a un regard bizarre dans leurs yeux, mais comment tu as fait pour être là, mais qui t'a fait entrer? Toute une série de questions qui sont des questions de folie, comme je veux dire un choc. Ils sont choqués de voir qu'il y a un Gazaoui ici, alors que moi ce qui m'a choqué, c'est le fait que les Jordaniens et les Cisjordaniens que j'ai pu rencontrer dans ce peu de temps en Jordanie étaient complètement, je veux dire, ils trouvaient que c'était complètement étrange qu'un Gazaoui soit en Jordanie, et ils ne comprennent pas ce qui se passe, que la frontière avec l'Égypte s'est fermée alors que c'est juste à côté, 1 heure de trajet, et c'est un autre monde. Et bien sûr, j'ai pris l'avion, j'ai fait Londres, Paris, donc j'ai mis en gros 4 jours pour arriver là. Je suis parti dimanche, demain je suis arrivé mercredi à 16 h à Paris, ce qui fait un très long trajet. Quand il y avait l'aéroport à Gaza, il n'y avait pas des vols directs Paris-Gaza, mais Paris-Gaza, ça fait 4 heures au trajet, donc c'est vite fait. Hein. Ça veut dire le matin, je prends le petit déjeuner à Gaza et je viens déjeuner à Paris, si je veux. Mais ça, c'est dans mes rêves. Donc, je disais que le passage d'Erez devient aujourd'hui un rêve pour les Palestiniens, pour les Gazaouis, alors que ce passage était comme un cauchemar énorme pour les Gazaouis. Déjà, nous, c'est un passage qui est invisible parce qu'il est derrière une colline, parce qu'il est très très loin dans une zone tombante, donc on ne le voit pas. Donc on a tellement peur d'approcher des villes du nord de la bande de Gaza, et aujourd'hui on est prêt à aller jusqu'à ce passage pour pouvoir voyager. Donc c'est le besoin qui nous pousse à faire des choix de folie pareil.
Parce que quand on sait que le passage d'Erez aujourd'hui, Israël essaye de montrer que c'est un État démocratique et c'est un État qui adore les Gazaouis, qui leur propose un autre passage que le passage de Rafah, alors que je sais bien que c'est Israël qui a demandé au gouvernement égyptien de fermer Rafah. Aujourd'hui, ils disent aux Palestiniens, si vous voulez passer par Erez, il suffit de faire une demande et vous attendez la réponse. Parce que sur 200 personnes, il y a 10 personnes qui sont arrêtées. Et quand je dis qu'ils sont arrêtés, il y a des gens qui sortent le même jour, le soir, après des tortures psychologiques, genre, oui, on te connaît, on sait ce que tu fais, et tu es sous notre main, on sait où tu habites, des menaces comme ça. Et soit des gens qui passent une semaine en prison, et des gens qui passent 3 ans, comme Mahmoud Sarsa, qui allait rejoindre son équipe de foot, et il est resté 3 ans en Israël. La situation en Cisjordanie, psychologiquement, est plus difficile que la situation à Gaza. J'ai eu la chance cet été d'aller en Cisjordanie pour 4 jours. Et quand quelqu'un de Gaza sort de Gaza pour aller en Cisjordanie, il a l'idée dans sa tête qu'il va voir ce qu'on appelle, comme on appelle Ramallah, Paris l'arabe. On va à Ramallah, on trouve une catastrophe arabe. Donc pour moi, j'ai pas vu le développement, j'ai pas vu comment dirais-je, cette ville magnifique et grande. Et j'ai pas vu le rêve palestinien qu'on entend parler, parce que les Israéliens essayent de nous faire passer un message. Vous à Gaza, puisque vous êtes méchants, vous êtes punis. Donc en Cisjordanie, les Cisjordaniens, ils vivaient bien, ils ont de l'argent, ils voyagent. Il y avait cette propagande médiatique. Et pour moi, quelqu'un qui n'a jamais quitté Gaza, j'avais les mêmes idées. Alors je vais en Cisjordanie, j'étais complètement abattu, j'étais complètement choqué de voir ça. Je me demandais c'était quoi la Cisjordanie, parce qu'où je vais, je trouvais des soldats israéliens. Et à Jérusalem, j'arrive à Jérusalem, et à Jérusalem, c'est une ville calme, il n'y a jamais de problème. Et je vois que des militaires dans la rue, donc j'avais l'impression d'être sur un front de guerre. C'était horrible pour moi, parce que nous à Gaza, on ne voit pas les soldats, on ne voit pas les militaires, on voit que les F-16 qui bombardent, et parfois les bateaux militaires, mais on n'a jamais vu de soldats. Et je vois des gens avec des têtes et des cheveux blancs à Ramallah et dans certaines zones en Cisjordanie, je pense qu'ils sont des touristes, alors qu'ils sont des colons. Donc pour moi, quelqu'un qui n'a pas grandi avec tout ça, je trouve qu'il y a le Cisjordanien et le colon qui marchent dans la même rue, normal, ils ne se regardent pas, mais c'est normal, c'est quelque chose de... Voilà, c'est comme ça, on ne les regarde même pas, et les Israéliens font pareil. Donc les gens, ils ne se regardent pas. Donc j'ai vu que la Cisjordanie était un grand mensonge. Et à Gaza, on a l'impression qu'il y a une terre libre, parce qu'il n'y a pas de colons, il n'y a pas de soldats sur le terrain. On souffre plus au niveau nourriture, produits, liberté, voyage. Mais il n'y a pas ce choc, je veux dire, psychologique tous les jours. Hein. Les colons qui sont là, qui peuvent nous agresser, et alors que les soldats, ils ont des armes contre les gens qui passent. Je n'ai pas l'habitude de voir ça. J'avais eu des idées meilleures de la Cisjordanie de Jérusalem. Je rêvais d'une Palestine extraordinaire, des olives, des oliviers, des collines, de la beauté, que tout va bien, les fêtes, les gens qui vivaient bien à Ramallah avec la rêve. Alors que je vais là-bas, je vois que la misère, que la galère, et les gens de Jérusalem, dès qu'ils sachent que je suis de Gaza, ils profitent de l'occasion pour me dire que tout est bourré ici, on souffre beaucoup, donc ils me donnent un sentiment de tristesse. Et à chaque fois que je monte dans un taxi pour aller à un endroit, le chauffeur il va à côté du mur pour me montrer le mur. Il me dit, vous avez ça à Gaza, vous n'avez pas ça à Gaza, donc nous on souffre plus. Alors moi je suis obligé de le convaincre que nous on souffre plus, et ce Jourdainien pareil, ce jeu sale, je veux dire, chacun il passe son temps à convaincre l'autre qu'il souffre plus que... Donc Gaza qui fait partie de la Palestine historique, on a Gaza, c'est 360 kilomètres carrés, et ça fait le département 75, ça fait le département de Paris. Au nord de Gaza, il y a le territoire de 48, c'est ça Gaza, c'est comme ça la carte. Le nord c'est le territoire de 48, et c'est Israël qui contrôle. À côté de Gaza ici, il y a la ville d'Ashkelon, en arabe, qu'il y a une grande partie de ses habitants, ou la majorité, ils sont venus à Gaza. Donc Ashkelon, Gaza,
les frontières, et ça c'est la Méditerranée, et au sud il y a l'Égypte, et à l'est il y a aussi Israël. Donc c'est vraiment une bande parce qu'elle est coupée par Israël de deux côtés. Le troisième côté c'est le côté égyptien, et le quatrième c'est la Méditerranée. Et quand je dis la Méditerranée, il ne faut pas rêver parce que quand j'étais petit, je regardais la mer et je disais, ah, derrière il y a l'Italie, derrière il y a les États-Unis, apparemment derrière il y a que les bateaux militaires qui tirent sur les gens. Parce qu'au Matériel du Sud, il y a encore 2 mois, je marchais, je me baladais avec mon petit frère, c'était l'été, et ils se sont mis à tirer sur la plage. Ils ont l'habitude de faire ça. La mer, la Méditerranée, est vraiment fermée à 3000 dans la mer. Il y a des bateaux militaires. Si on rapproche, ils tirent sur les pêcheurs et sur les gens. Ce qui fait que depuis 1948, les Palestiniens et les pêcheurs palestiniens qui travaillent dans la même zone depuis 65 ans, il n'y a plus de poissons parce que la zone est déserte aujourd'hui. Et parce que aussi cette zone est très polluée. Elle est polluée parce qu'à Gaza, on jette les eaux usées à la mer. Et c'est parce qu'Israël, toutes les colonies, toutes les villes israéliennes du sud jettent leurs eaux usées devant la plage de Beth Lahia donc ça arrive à Gaza. Parce que le courant marche comme ça. Vous savez, les frontières nord, ce sont les frontières les plus protégées. Parce qu'Israël a construit un mur de 8 mètres comme le mur de la séparation d'apartheid qui est en Cisjordanie. Donc les gens qui habitent à Gaza n'arrivent pas à voir ce qu'il y a derrière les frontières du nord. Et à l'est, ce sont des frontières avec Israël super protégées parce qu'Israël a fait la zone tampon. Vous voyez cette zone-là, 48, ça c'était une zone à Gaza, ça fait partie de Gaza. Donc aujourd'hui, Gaza fait moins que 360 km² parce qu'Israël a pris une bande de territoire qu'on appelle la zone tampon, qui est une zone interdite aux Palestiniens, une zone militaire, et les villes, il y a des barbelés. Donc ici, Israël n'a pas construit de murs sur les frontières de l'Est. Et bien sûr, c'est par gentillesse, c'est pas que vous savez que Gaza, avant la guerre de 2008, avant l'arrivée du gouvernement de Hamas au pouvoir, je veux dire même après, en 2007, Israël entrait souvent à Gaza. Donc on a laissé les frontières est pour envahir Gaza. Donc tous les chars qui rentrent et sortent tous les jours à Gaza, vous entendez ça à la radio peut-être, ils rentrent par les frontières est. Parce que le côté est en Israël aussi, c'est un côté militaire. Dans le nord-est, il y a la ville de Beth Hanoun. C'est une ville très peuplée qui vit sur l'agriculture. Et à l'est, il y a la ville de Beth Lahia, une ville très très célèbre parce que c'est la seule ville en Palestine qui exporte les fraises qu'on mange ici en Europe avec les tickets Israël. Parce qu'ils vendent les fraises et les fraises sortent par le passage Karni, c'est un passage commercial entre Gaza et Israël, et sur le passage israélien, le ticket israélien. Donc les fraises que vous mangez qui viennent d'Israël, normalement, ils sont plantés à Gaza avec l'Aïa. Parce que cette région contient toujours de l'eau douce. Donc c'est la seule région où il y a des fraises. Et après, il y a le centre de la bande de Gaza qui contient la majorité des camps de réfugiés, Maghazi, Brej, Nusayrat, la ville de Deir el-Balah, la majorité de petites villes. Et il y a la ville de Khan Younes qui est très très célèbre, et la ville de Rafah. Et la ville de Khan Younes et Rafah sont très très peuplées. Et cette zone tampon était la zone la plus fertile à Gaza. Et c'est pour ça qu'Israël aussi a récupéré cette zone. Donc en récupérant cette zone, il n'y a plus d'agriculture à Gaza. Et en fermant la mer, il n'y a plus de pêche. Et bien sûr, en bombardant la ville de Beth Hanoun, qui est la ville industrielle de la bande de Gaza, il y avait toutes les usines. En 2002, ils ont bombardé la majorité de ces usines. Donc il n'y a plus d'usines à Gaza, ni industrie, ni agriculture, ni pêche. Donc les trois grands éléments de Gaza n'existent plus. Je voulais vous parler de Gaza de 2000. Pourquoi 2000? Parce que c'est l'année où les Gazaouis ont eu la chance de découvrir les bombardements. En 2006, on fait les élections législatives comme prévu.
Et c'est là où le Hamas, le parti, est classé un parti mouvement terroriste en Europe, gagne les élections. Et d'ailleurs, pas seulement à Gaza, parce que souvent on est dans la propagande israélienne qui dit on bombarde Gaza parce que le Hamas a gagné à Gaza, on a fait un peu plus à Gaza. Il faut savoir que le Hamas a gagné en Cisjordanie plus qu'à Gaza. Le gouvernement du Hamas s'est concentré sur Gaza et Israël a pris ça comme un prétexte pour imposer un blocus sur Gaza. Donc ils ont imposé un blocus sur Gaza et aujourd'hui ça fait plus de 7 ans qu'il y a un blocus illégal, inhumain imposé sur Gaza. Ce qui a poussé les gens qui avaient la bande de Gaza et surtout qui habitent la ville de Rafah au sud de la bande de Gaza, de creuser des tunnels pour pouvoir survivre. Parce que moi je me rappelle qu'à Gaza, il y avait des enfants en 2005, 2006, 2007 surtout, que leurs parents faisaient le souci parce qu'il n'y avait pas de lait à Gaza, il n'y avait pas de yaourt, il n'y avait rien à manger. C'était vraiment la période la plus difficile que j'ai vue à Gaza. Et surtout quand ils ont bombardé le centrale d'électricité, la ville de Gaza blanche dans l'obscurité pour 6 mois sans électricité. Donc c'était quelque chose de très très choquant pour les habitants de Gaza. Malheureusement, ce qui se passe aujourd'hui, les phrases que j'entendais encore avant-hier à Gaza, les gens nous disent si tu aimes Dieu, tu fais des prières pour qu'Israël bombarde Gaza. Regardez les gens, comment les Gazaouis, ce qu'ils pensent. Parce que si pour eux, si Gaza n'est pas bombardé, s'il n'y a pas de massacre à Gaza, il n'y a pas de soutien. Et malheureusement, c'est vrai. Parce que là, après 2008, les gens ils ont dit ça y est, Gaza a vu la guerre. Nous, on était contents, on a vu la guerre, on a été massacrés, mais au moins une guerre qui a fait bouger le monde, donc il n'y aura plus de guerre. Après la dernière guerre, Gaza a à nouveau détruit, bombardé, les ruines partout. Mais je veux dire que la situation en Égypte était, le gouvernement égyptien, le président Morsi, a fait, je veux dire, un beau geste pendant la guerre quand il a offert le passage de Rafah 24 heures sur 24 heures. Alors même si personne n'a quitté Gaza, c'était un geste politique. Et aussi, quand il a dit que la guerre sur Gaza est une guerre contre l'Égypte. Ce sont des coups médiatiques comme ça. Il faut des matériaux de construction, il faut des moyens. Et nous, 60% de nos produits à nous, ce sont des produits égyptiens qui rentrent par les tunnels. Et vous savez que ce ne sont pas des produits volés, parce que là, il y a une propagande en Égypte. Pour nous, on vole les produits égyptiens. Ce sont des produits payés 2 fois plus cher, 3 fois plus cher. Parce que ce sont eux qui nous exploitent. Mais nous, on n'a pas le choix. Donc tout l'argent de Gaza part via les tunnels et revient en produits. Alors moi, je suis quelqu'un qui adore l'Égypte et je ne suis pas pour les tunnels parce que je trouve que c'est une manière, je veux dire, stupide. Il faut qu'on ait notre dignité, un passage normal. Mais de voir que l'Égypte aujourd'hui, c'est bien que les tunnels, ce sont des éléments importants pour Gaza et pourtant l'armée continue à les fermer. Donc on voit de mois de mars jusqu'à avant-hier, je veux dire, j'ai vu Gaza transformer une ville fantôme. Alors que Gaza, c'est une ville, quand tout va bien, je veux dire, quand il y a le carburant, les transports, les universités. Mais là, on voit toute la ville arrêtée, comme ça, paralysée. Ils ont fermé les tunnels, donc 60% des produits ne rentrent plus à Gaza. Israël, quand il a vu, en mois d'août, que le régime égyptien a été changé, commence à prendre le relais et à menacer, faire une nouvelle d'attaquer Gaza à nouveau, sous prétexte soi-disant que les mois où il y avait les frères musulmans de voir Gaza a bien profité pour laisser entrer les armes, alors que vous savez bien que ce sont les frères musulmans, et au mois de mars, donc il y avait encore le président égyptien aussi, il y avait les frères musulmans qui ont décidé d'abord de détruire les tunnels, et Morsi a toujours refusé jusqu'à son dernier jour au pouvoir d'augmenter le nombre des passagers au passage de Rafah.
Et je vous dire, le passage de Rafah, la moitié des gens qui passent au passage de Rafah sont des malades. Alors ces malades, avant-hier, il y a 2 semaines, des chaînes égyptiens qui ont appelé l'armée égyptienne à bombarder Gaza et à bombarder certains sites et des lieux publics à Gaza. Et ils ont dit, et on va laisser les malades gazaouis crever. Moi je voulais savoir, actuellement il reste combien de pourcentage de territoire aux Palestiniens? Et ça va, comment ça va se finir? Une réalité d'après les accords d'Oslo, ça aurait fait 27% du territoire de la Palestine historique. Aujourd'hui, avec la colonisation en Cisjordanie, avec la zone tampon qu'ils ont piquée à Gaza, aujourd'hui, la Palestine en fait plus de, à mon avis, 16% de la Palestine historique. Il y a un rapport de scientifiques qui sont restés à Gaza pour faire l'étude. Donc Gaza, moi je sais bien où on va à Gaza, donc il sera une zone inhabitable, donc il faudra trouver des lieux pour accueillir les Gazaouis. Et le gouvernement de Gaza et je veux dire, ce qu'on appelle l'autorité de l'environnement et de l'eau à Gaza ont confirmé il y a un mois que Gaza sera une zone inhabitable en 2018. Aujourd'hui, quand on creuse un peu à Gaza, on ne trouve plus d'eau. Aujourd'hui, quand on va à Khan Younes, à Rafah, 2 villes grandes du sud de la bande de Gaza qui étaient des villes agricoles, ça ressemble beaucoup au Sinaï. Je veux dire, il y a du sable jaune partout, donc c'est le désert. Donc nous, on a vu transformer ces lieux à une désert. Moi, je me rappelle, en 2005, j'étais étonné quand je suis allé visiter les colonies israéliennes, quand ils se sont retirés de Gaza, une zone verte magnifique. Aujourd'hui, quand je vais à Rafah, à Khan Younes, que du sable. La mer de Gaza est très très polluée à Gaza. Donc aujourd'hui, on trouve le poisson mort sur la plage à Gaza parce qu'il y a beaucoup de pollution. Quand je vous dis que si vous entrez dans la mer, vous allez directement à l'hôpital. Donc il y a des choses qui font peur dans la mer. On ne sait pas ce qu'il y a comme pollution. Et en plus, quand il y avait les colonies, Israël avait, creusé des trous pour surtout dans le sud de Gaza, pour enterrer ce qu'on appelle les poubelles qui sont chimiques, donc, parce qu'on en a trouvé beaucoup à Gaza, donc la terre à Gaza est morte. Déjà, aujourd'hui, Gaza, quand je suis allé prendre, le passage des Rez, je passe par le nord de Gaza, ça sent toujours le phosphore blanc de 2009. La question sur la propagande raciste en Égypte, ce qui s'est passé que depuis le mois d'août, depuis la chute du président Morsi, qui était un président, je vous dis la vérité, pas très apprécié par les Égyptiens, et d'ailleurs pas très apprécié par les Gazaouis, parce que c'est un président qui a refusé d'ouvrir la frontière, qui a promis beaucoup de choses, et qui a promis de faire une zone de libre-échange commercial. Après, il a refusé de faire, il a refusé d'augmenter le nombre des passagers de Rafah, alors que c'est pas grand-chose à faire. Donc, il n'était pas très apprécié à Gaza, alors que le gouvernement officiel collaborait bien avec le gouvernement des frères musulmans. Donc, après la chute de Morsi, nous, les Gazaouis, on a été choqués de voir que les chaînes égyptiennes, parce qu'en Égypte, vous savez, ils ont un pôle, donc ils ont beaucoup de chaînes, et à peu près 60 chaînes égyptiennes privées, je ne parle pas des chaînes publiques, les autres chaînes de diversité, se sont mis à insulter les Palestiniens, comme si nous, les problèmes de l'Égypte. Une propagande complètement idiote, par exemple, vous savez, Gaza à la carte à côté de l'Égypte, ça ne se voit même pas, c'est un point. L'Égypte, c'est 1 million de kilomètres carrés et Gaza, c'est 300 kilomètres carrés, donc ça ne se voit pas. Et ils ont mis dans la tête des Égyptiens qu'il y avait des coupures d'électricité au Caire et au sud de l'Égypte parce que Gaza volait le carburant égyptien et comme Morsi nous donnait l'électricité de l'Égypte, et comme Morsi nous donnait des produits à nous et ne donnait pas, aux Égyptiens. Aujourd'hui, aller dire aux Égyptiens qu'on est palestinien, on se fait agresser tout de suite, on se fait arrêter, on se fait frapper, violer et voler. Donc cette propagande a bien marché. Malheureusement, cette propagande a
touche tout le peuple palestinien, parce qu'au mois d'août, ils insultaient les Gazaouis. Aujourd'hui, ils commencent à insulter tout ce qui est palestinien. Ils disent qu'on est des chiens, qu'on est des voleurs, qu'on est des escrocs. Alors que je vous rappelle quelque chose, que les tunnels de l'Égypte, et grâce à ces tunnels, le Sénat est devenu quelque chose. Il fallait aller voir le Sénat il y a 7 ans avant les tunnels, parce que moi j'ai eu la chance d'y aller. C'était rien, c'était que du simple. Aujourd'hui, vous allez à Rafah, l'Égyptien, à la ville de l'Arish, ce sont l'une des plus belles villes égyptiennes. Donc, c'est tout l'argent de Gaza. De toute façon, c'est logique. Les fonctionnaires gazaouis touchent leur argent de l'autorité palestinienne et tout l'argent part via l'Égypte pour acheter ces produits. Donc, on n'a jamais volé, on n'a jamais fait du mal. Et vous savez, c'est des propagandes qui disent que les Gazaouis viennent en Égypte pour attaquer l'armée ou pour voler des maisons, tout ça, alors qu'ils n'ont jamais trouvé de preuves. Et malheureusement, cette propagande a fait quitter les familles palestiniennes locales. Aujourd'hui, à Gaza, je vois des gens qui parlent égyptien, je ne comprends pas. L'autre fois, dans le supermarché, je vois des filles égyptiennes, je dis mais qu'est-ce que vous faites à Gaza? C'est pas un lieu touristique. Et ils m'ont dit qu'ils étaient d'origine palestinienne, et ça fait des années qu'ils vivent en Égypte, ils sont nés là-bas, mais la propagande aujourd'hui, c'est très dangereux d'être palestinien en Égypte. J'ai des amis qui ont eu une bourse pendant l'été à Reims, au Gaza, et ils viennent passer 2 semaines de stage de français à Reims, et à l'aéroport de Charles de Gaulle, ils avaient leur billet d'avion, les compagnies d'avion ont refusé de les faire monter dans l'avion, parce que l'Égypte a fait un communiqué sur toutes les ambassades, sur toutes les compagnies d'avion, qu'on ne veut plus de Palestiniens au Caire. Et quand j'ai demandé à Air France pourquoi vous refusez de faire monter les Palestiniens dans l'avion, alors qu'ils avaient payé les billets très très chers, on m'a dit si par erreur il y a un Palestinien qui arrive à l'aéroport du Caire sur un avion français, on va payer un taxe de 20 000 €. Vous imaginez, donc toutes les compagnies aujourd'hui refusent de faire voyager les Palestiniens, pas seulement les compagnies égyptiennes, toutes les compagnies. Donc aujourd'hui, les gens qui sont bloqués, peut-être ils ne pourront pas passer par Israël, il faut dire, pas tout le monde ne peut pas passer par Israël, donc peut-être ils ne pourront jamais revenir voir leur famille. Moi, là, actuellement, je ne sais pas comment je vais faire pour rentrer. Donc il y a un racisme égyptien, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. Le président Moubarak. Vous savez ce qu'il a dit Moubarak hier? Il a dit que Yasser Arafat était un espion pour Israël et est allé dire en 1973 à Israël que l'Égypte préparait la guerre d'octobre contre Israël. Donc c'est quelque chose qui a choqué tous les Palestiniens, parce que s'il était un espion, pourquoi Moubarak était très, ami avec Yasser Arafat? Parce que toutes les semaines, Yasser Arafat allait au Caire. Donc vous savez, cette propagande qui continue de l'armée et de la population égyptienne. Donc aujourd'hui, sur le trajet en Égypte, si les Égyptiens arrivent à savoir que vous êtes palestiniens, vous êtes frappés, on ne sait pas ce qui va vous arriver. D'ailleurs, vous savez qu'il y a des gens résidents en Égypte. En Égypte, pour faire une carte de résidence, on ne la tient pas facilement. Donc, des gens ça fait des années qu'ils sont en Égypte. Après ce qui s'est passé en Égypte, ils sont allés chercher partout en Égypte. Les Palestiniens les ont mis en prison. Et d'ailleurs, il y en a quelques-uns qui sont morts en prison. On ne sait pas qu'est-ce qui leur est arrivé. Donc, aujourd'hui, c'est très très dangereux pour un Palestinien d'aller en Égypte. Et c'est quelque chose de folie que je n'arrive pas à comprendre. Et il y a 2 mois, on était amis. Aujourd'hui, on est des ennemis. Et des chefs égyptiens qui demandent de l'armée à bombarder Gaza. Mais le peuple égyptien était un peuple très solidaire avec les Palestiniens. Aujourd'hui, les chaînes égyptiennes, à la nuit, à partir de 8h du matin jusqu'à 8h du soir, ils font ce qu'on appelle, comment dirais-je, un journal ouvert. Ils incitent tous les Égyptiens à appeler en direct ces chaînes et pour faire une série d'insultes sur les Palestiniens. Donc ils disent des choses horribles, des choses qui ne se disent pas normalement. Et tout ce racisme, et bien sûr, c'est plus dangereux du racisme israélien, parce que c'est quelque chose de nos frères égyptiens. Parce qu'à Gaza, il y a une grande communauté égyptienne, et 30%, et je veux dire, des habitants du sud de la bande de Gaza, ils ont la carte, ils ont la nationalité égyptienne. Donc ce racisme, pour moi, est très très choquant. Donc Gaza est vraiment enfermé à nouveau avec un manque horrible de produits,
de carburant, surtout que quand je dis carburant, ça veut dire quand il n'y a pas de carburant, il n'y a pas d'électricité. Quand il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, parce que les générateurs ne travaillent, les moteurs ne travaillent plus, et quand il n'y a pas aussi d'électricité, il n'y a pas de téléphone, donc on est coupé du monde. Et c'est pour ça, peut-être que quand je parle à des gens de Gaza, ils ne se rendent pas compte de la réalité que nous vivons depuis des années et des années à Gaza, parce qu'on n'a jamais eu assez de communication, assez, je veux dire, de solidarité continue avec Gaza. Parce que là, ils font une guerre pour que le monde bouge, pour qu'il y ait des délégations, pour qu'il y ait du soutien à Gaza.